Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous suivez, vous, ce qui se passe en Afrique ces jours-ci? C'est tout simplement réjouissant pour nous, les peuples noirs, tandis que c'est désolant pour les pays pilleurs. Il faut commencer par les appeler, ces pays riches-là, des pays pilleurs. Car ce sont des pays qui se sont enrichis en pillant les autres pays. Bon, déjà le pillage est condamnable, mais ces pays pilleurs ne se contentent pas de piller les ressources des pays noirs, ils font circuler un narratif péjoratif sur les peuples noirs. Combien de fois n'entendons-nous pas dans les médias ces descriptions sur l'Afrique, continent pauvre, continent qui a besoin de l'aumône, qui a besoin de l'obol des pays occidentaux, ces pays occidentaux qui n'en peuvent plus d'aider, qui ne savent plus comment faire pour sortir l'Afrique de sa pauvreté. Ce qu'on dit là du continent africain, c'est précisément ce qu'on raconte sur Haïti, en ce qui a trait aux États-Unis d'Amérique, pauvre pays. On ne sait plus comment aider ce pays-là. Le Canada veut aider, la France cherche à aider, les États-Unis cherchent à aider, mais on dirait que c'est un peuple qui est frappé d'une malédiction, d'une fatalité, en sorte que, quoi qu'on fasse, ce sont des pays qui vont rester pauvres, une espèce de mythe de Sisyphe, une espèce d'épée de Damoclès qui nous pend sur la tête et dont personne ne peut nous délivrer, vraiment. Non seulement ces pays-là, les pays occidentaux, volent-ils nos ressources, mais ils font circuler sur nous un récit péjoratif qui nous rend responsables de notre pauvreté, un récit péjoratif qui nous rend responsables du pillage de nos ressources. Tenez, je vais vous prendre
une illustration. Comparaison n'est pas raison. Imaginez un voleur qui entre chez vous, qui pille, enfin qui saccage votre maison, qui vous prend tout ce que vous avez de précieux et qui en plus fait circuler la rumeur voulant que si lui, le pilleur, il est entré chez vous, c'est parce que vous n'avez pas été suffisamment intelligent pour protéger vos ressources. C'est parce que vous n'avez pas été suffisamment intelligent pour verrouiller vos portes. Mais c'est le monde à l'envers. C'est comme si, parce que moi j'ai été hospitalier en accueillant chez moi les Français, en accueillant chez moi les Canadiens, en accueillant chez moi les Américains, on parle ici de l'État américain, on parle ici des compagnies américaines, des compagnies françaises, des compagnies canadiennes, eh bien, parce que j'ai été hospitalier en les accueillant chez moi, si elles me pillent ces compagnies-là, c'est ma faute. Aïe, aïe, aïe. Ces pays occidentaux, dans leur perversion, ont réussi à nous rendre, nous, les Noirs, des victimes honteuses. Imaginez une femme qui est agressée, une femme qui est battue, une femme qui est violée par un agresseur, et plutôt que de condamner l'agresseur, eh bien on en serait à, si vous voulez, blâmer la victime pour faire d'elle une espèce de victime honteuse. Avez-vous suivi les discours de ces soi-disant analystes sur les médias européens, en particulier sur les chaînes françaises ces derniers jours, n'est-ce pas? Ces analystes qui disent, écoutez, il faut que la France envoie son armée au Niger, on ne peut pas se permettre que le Niger reprenne le contrôle de son destin politique. Pour quelle raison? Parce que si le Niger chasse la France de son territoire, eh bien d'autres pays vont suivre l'exemple, et la France n'aura plus aucune influence en Afrique. Or, la France, sans l'uranium des Africains, la France sans les ressources des Africains, la France sans le pétrole des Africains, la France serait redevenue un pays pauvre, ce qu'elle fut juste avant l'invasion du continent africain, juste avant, n'est-ce pas, l'asservissement des peuples noirs à compter de 1492, etc. Donc, imaginez, c'est le monde à l'envers. Les Africains disent, nous voulons reprendre notre destin en main, nous voulons que le Niger appartienne aux Nigériens, nous voulons que le Mali appartienne aux Maliens, et tout à coup, les médias de partout condamnent ces manœuvres de reprise du destin des Africains. Et bien pire, ces médias, ces analystes recommandent ni plus ni moins l'invasion du continent africain parce que les Nigériens, les Maliens disent « basta, on ne veut plus du pillage français chez nous ». S'il s'agissait d'un peuple d'une autre couleur, s'il s'agissait d'un peuple aux yeux bleus, et que ce peuple-là dise, exemple, nous voulons reprendre notre destin en main, nous voulons faire affaire avec les pays que nous choisissons nous-mêmes, nous voulons nous tourner vers le bloc de pays avec lequel nous nous identifions, on parlerait alors d'autodétermination des peuples. N'est-ce pas précisément ce que les médias occidentaux nous vendent dans ce conflit, n'est-ce pas, en Ukraine? Dans ce conflit russo-ukrainien, on condamne les Russes parce que les Russes ne veulent pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN au nom de l'autodétermination des peuples. Les Ukrainiens ont le droit de choisir le bloc de pays qu'ils veulent. Fort bien. Mais pourquoi l'autodétermination des peuples, qui est un si beau concept pour les peuples blancs? Pourquoi l'autodétermination des peuples, qui est un si bel idéal pour les peuples aux yeux bleus, devient tout à coup un vice pour les peuples noirs? Imaginez, le Niger dit, la France nous a volé, la France nous a pillé, la France nous a divisé, dehors la France. Et tout à coup, on condamne. Mais on condamne quoi au fait? On condamne le fait que les Nigériens ne veulent plus
des Français chez eux. Ah bon, ça devient un vice. Quand moi, chez moi, je choisis avec qui je veux manger, quand moi, chez moi, je choisis qui va ou qui n'entrera pas chez moi, voyons donc, les amis. Et tout à coup, il s'en trouve des analystes pour dire, écoutez, la France n'aura pas le choix que d'envahir le Niger, autrement elle perdra son influence en Afrique. Bien sûr, la France doit perdre son influence en Afrique. Vous savez ce qu'il y a de plus désolant dans le discours officiel de la France? C'est des gens qui volent les ressources des autres et qui en plus sont méprisants. En créole, nous avons un délicieux proverbe que je vais vous apprendre pour vous qui ne connaissez pas le créole. Je vous le dis, ensuite je vais le traduire. Mangez, mangez, m'bam bon genre. Ça ne me dérange pas tellement que vous mangiez à ma table, mais si vous mangez à ma table, ayez la décence de me respecter. Mangez, mangez, m'bam bon genre. Les Français pillent les ressources des Africains, mais ils les méprisent. Est-ce que vous entendez les discours très condescendants d'un Nicolas Sarkozy autrefois qui dit, écoutez, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, quel imbécile. Est-ce que vous entendez le discours d'un Emmanuel Macron, un petit pisseur qui, parce qu'il est français, traite les chefs d'État africains comme s'ils étaient des mineurs? Est-ce que vous avez déjà entendu des discours méprisants et méprisables d'une, n'est-ce pas, d'une Marine Le Pen par rapport aux Africains? La vérité, c'est que la France vit aux dépens de l'Afrique. La France vit aux dépens de l'Afrique. Savez-vous qu'au terme de ces accords secrets que la France a entrés dans la gorge, n'est-ce pas, de 13 ou 14 États africains, ces pays-là doivent déposer dans une banque française jusqu'à 85% de leurs revenus annuels. Et ils n'ont aucun droit de regard sur ce que la France en fait. La France, n'est-ce pas, investit tous ces montants-là à la bourse. Et quand ces pays africains sont mal pris, la France les aide. Donc, vous aidez ces pays africains avec leur propre argent. Et jusque-là, quand un chef d'État africain se révoltait contre cela, on l'assassinait tout simplement, on le supprimait. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes trop nombreux à dénoncer la chose. Nous sommes trop nombreux à mettre à nu cette tactique assassine de l'État français. La France se sert désormais des analystes politiques, les uns plus imbéciles que les autres, pour dire que les Africains, eux, ils n'ont pas le droit de choisir leur destin. Les Africains, eux, ils n'ont pas le droit de dire on ne veut plus faire affaire avec l'État français. On veut se tourner vers la Chine, on veut se tourner vers la Russie, on veut se tourner vers la Turquie pour un nouveau deal. Et là, ils disent, écoutez, il y en a, et ça c'est parmi nos frères noirs qui disent, écoutez, vous rejetez la France, pour la Russie, faites attention. Non. Les Africains ne cherchent pas à changer de maître, ils ne veulent pas de maître du tout, ils cherchent des partenaires d'affaires. Puisque la France s'est toujours comportée, n'est-ce pas, en une espèce de donneuse de leçons, puisque la France, l'État français s'est toujours comporté en une espèce de père condescendant qui est au fait un père incestueux qui vole les ressources de ses propres enfants, eh bien les Africains disent non. Nous avons d'énormes richesses. Nous n'avons peut-être pas nécessairement la technologie pour le faire. Nous allons nous tourner vers d'autres pays avec qui nous allons établir un nouveau deal, un nouveau partenariat. Voilà de quoi il est question. Or, ce que quelques-uns d'entre nous ont toujours su, mais que la France a tout fait maladroitement pour cacher au monde, c'est que le jour où l'Afrique dit non à la France redeviendra un pays pauvre. Avez-vous vu ces documentaires de compagnies pétrolières françaises qui débarquent par exemple dans les eaux territoriales du Congo, qui pillent le pétrole des Congolais sans que le gouvernement du Congo ne sache combien de barils ces compagnies-là volent par jour et sans que ces compagnies-là ne payent pas un cent à l'État congolais? Alors, s'il vous plaît, ne tirez pas la conclusion facile. Ah ouais, mais vous savez, c'est à l'État congolais de protéger ses ressources, idéalement. Ce n'est pas parce que je laisse ma porte ouverte que vous avez le droit, vous, d'entrer chez moi et de me voler mon salon.
Ce n'est pas parce que je laisse ma porte ouverte que vous avez le droit, vous, d'entrer chez moi pour violer ma femme, pour violer mes enfants. Non, vous posez mal la question. Bien sûr que dans un monde idéal, les Africains vont apprendre à mieux contrôler leurs ressources et à mieux contrôler ce qui entre chez eux pour voler, mais le fait par moi de ne pas mettre, si vous voulez, une serrure neuve à ma porte, ne vous donne pas le droit d'entrer chez moi pour voler ce qui est à moi. Sinon, le mot vol n'a plus aucune importance. Or, la perversion, justement, de ce narratif occidental finit par faire des victimes honteuses et des voleurs des gens fiers. Quand un Français parle de l'Afrique, c'est comme si lui, il est une espèce de Dieu. Les Africains sont des espèces de sous-hommes. Lui, le Français, il s'appelle le civilisé, mais c'est les Africains qui sont des sauvages. Mais c'est le monde à l'envers. Si vous entrez chez quelqu'un, vous pillez ses ressources, vous assassinez les chefs d'État de son pays, mais le sauvage, ce n'est pas lui, c'est vous le sauvage. Le civilisé, c'est lui, c'est sans doute lui, parce qu'il fait montre d'humanisme, parce qu'il fait montre d'hospitalité. Vous renversez la logique des gens. Quand j'ai entendu ces analystes cette semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au très prophétique Malcolm X qui disait dans les années 60, si vous ne faites pas attention avec les médias en Occident, ils finiront par vous faire aimer les agresseurs et à détester les victimes. Et c'est ce qui se passe là en ce moment. Il n'a fallu que l'armée nigérienne dise basta. La France ne fout rien chez nous, la France nous divise, les compagnies françaises volent et pillent nos ressources. En plus, l'État français est arrogant, il est condescendant, il est paternaliste. On ne veut plus de vous chez nous. Et là, en cascade, le Canada, pays laquais des États-Unis, le Canada, pays valet des Occidentaux, a condamné ce qui s'est passé là. Le Canada, il va de suspension d'aide. La France, il va de suspension d'aide. Les États-Unis, ils vont de suspension d'aide. Est-ce la France qui aide le Niger ou le Niger qui aide la France? Est-ce l'Occident qui aide l'Afrique ou l'Afrique qui aide l'Occident? Est-ce que nous nous sommes jamais enfin posé la question? Au-delà de ce discours insipide, au-delà de ce discours pervers qui nous est balancé, n'est-ce pas, ad nauseam dans les médias, est-ce que nous nous sommes déjà demandé, mais pourquoi un continent aussi riche est habité par une population aussi pauvre? Arrêtez avec les discours conventionnels, c'est parce qu'il y a trop de corruption. Il y a de la corruption partout. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a surtout beaucoup en France. Hein? L'État français est construit sur la corruption. Hein? Posez-en la question à Sarkozy, posez-en la question à Jacques Chirac. Donc ne me dites pas, vous savez, l'Afrique, continent riche, est habité par une population pauvre à cause de la corruption. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient d'autant pas la route que dans le jeu macabre, dans la dynamique macabre de la corruption, le corrupteur garde toujours la part léonine. Je vous explique ce que je viens de vous dire. Tout le monde sait, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Chirac qui l'a dit. Si les corrompus se trouvent en Afrique ou dans les pays noirs, il paraphrasait, n'est-ce pas? Les corrupteurs se trouvent chez nous. Et ça, c'est une réplique qu'il avait faite au président américain qui se moquait de ces chefs d'État noirs qui sont tellement corrompus. Et Jacques Chirac a eu la candeur, il a eu, si vous voulez, l'intégrité intellectuelle de dire, mais si les corrompus sont chez eux, les corrupteurs sont chez nous. Mais dans le jeu macabre, répétais-je, de la corruption, quand le corrompu reçoit 10 $, vous pouvez être sûr que le corrupteur garde 100 $. Alors dites-moi, vous condamnez le corrompu parce qu'il reçoit 10 $ de vos mains dans les manœuvres de corruption que vous mettez en place contre son pays. Vous le condamnez parce que lui, il reçoit 10 $, alors que vous gardez 100 $. Où est la logique dedans? Pourquoi aucun média au Canada, exemple? Pourquoi aucun média sérieux aux États-Unis, exemple? Pourquoi aucun média sérieux en France ne s'est penché sur les manœuvres, les tactiques de corruption, les tactiques d'assassinat,
mis en place par la France pour s'enrichir aux dépens de la population africaine. La véritable raison de la pauvreté des peuples noirs, c'est le pillage de leurs ressources par les peuples occidentaux. En sorte que, quand on parle de pays riches, ça devient, si vous voulez, une espèce d'attribut mélioratif qui ne dit pas tout. Quand on parle de pays riches, il faudrait de préférence parler de pays pilleurs. La France est un pays riche parce qu'elle pille le continent africain. Les États-Unis sont un pays riche parce qu'ils pillent les pays du monde entier, parce qu'ils saccagent, parce qu'ils déstabilisent. Et quand tout à coup on dit, OK, maintenant on comprend le jeu, on ne veut plus de vous. On va se tourner ailleurs pour établir un nouveau partenariat, pour établir un nouveau deal avec d'autres pays, et tous les mêmes pays occidentaux se comportent comme des vierges offensées. Ils condamnent des coups d'État. Au fait, j'aime bien la formule. Ce qui se passe au Niger, de même ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso ou en Guinée, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de peuple. Ça s'appelle une vox populi. Ça veut dire, vous avez là des militaires qui captent les desiderata de la population. Vous avez des militaires qui captent, si vous voulez, les désirs les plus profonds d'autodétermination de leur peuple et qui disent, écoutez, on va chasser ces guignols qui sont placés là par la France pour les intérêts de la France aux dépens de notre population et nous allons reprendre notre destin en main. Et vous savez quoi, moi comme noir, vous savez quoi, moi comme haïtien, je dis bravo à ceux-là et je souhaite que ces exemples-là du Mali, ces exemples-là du Burkina Faso, ces exemples-là du Niger, n'est-ce pas, se répandent en cascade dans tous les pays noirs parce que on comprend enfin que ces pays soi-disant riches sont en fait des pays pilleurs qui construisent leur richesse sur le saccage de nos ressources, sur le pillage de nos biens à nous et sur l'instabilité dans nos pays. Longue introduction, vous avez raison. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Pourquoi le continent africain est si riche, tandis qu'une population pauvre l'habite? Pourquoi Haïti, qui détient de si grandes ressources, ressources humaines, ressources naturelles, pourquoi continue-t-on à dire d'Haïti que c'est un pays pauvre? Pourquoi? Arrêtons tout de suite cette démagogie qui consiste à dire « Ah, c'est la corruption ». Non, il y a autre chose que cela. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe ». Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale.
Est-ce que vous suivez la manière dont les Occidentaux font des affaires entre eux? Comparez la manière dont les Occidentaux font des affaires entre eux à la manière dont ces mêmes pays occidentaux font affaire avec des pays soi-disant pauvres qui détiennent pourtant toutes les ressources dont ils se servent, eux, pour s'enrichir. Vous allez voir. Si l'État français fait affaire avec le Canada, si le Canada fait affaire avec les États-Unis, eh bien, ils vont prendre le temps de négocier chaque clause de leur contrat. Ils vont prendre le temps d'essayer de prévoir chaque pépin qui pourrait subvenir pendant la vie de ce contrat, de telle sorte que les règles soient claires. Nous allons échanger, c'est ce qu'on appelle un marché, je vais vous acheter telle ressource et je vais vous verser en contrepartie telle somme sur tel laps de temps. Mais c'est exactement comme ça qu'on fait des affaires. Puisque personne ne détient tout, puisqu'on a chacun besoin des autres, eh bien, quand on fait des affaires, on dit, mais voici ce dont j'ai besoin, voici ce que je vous propose en contrepartie de la ressource que vous détenez et dont j'ai besoin. Quand on ne fait pas ainsi des affaires, on est poursuivi dans des tribunaux avec raison et on paye des amendes, on paye des pénalités pour n'avoir pas fait des affaires selon les règles de l'art, des règles prévisibles. Ça, c'est du côté occidental. Vous prenez un pays occidental qui désormais fait affaire avec un pays africain. Vous prenez un pays occidental qui désormais fait affaire avec un pays noir, exemple, tout à coup, ce pays-là veut toutes les ressources de ce pays noir, mais il refuse de payer. Mais on se demande, mais d'où ça vient ce comportement-là? D'où ça vient ce désir de tout avoir pour soi sans payer? Vous notez que la manière dont les Occidentaux font affaire avec les peuples noirs est complètement à l'opposé de la manière dont ils font affaire entre eux. On dirait que quand ils font affaire avec Haïti, quand ils font affaire avec un pays africain, eh bien, ils découvrent que nous avons chez nous quelque chose dont eux ont besoin. Ils refusent de payer. Les règles ne sont jamais claires. Ils refusent de payer. Pour s'assurer de ne jamais payer, ils vont déstabiliser nos pays. Pour s'assurer de ne jamais payer, ils vont morceler nos territoires. Pour s'assurer de ne jamais payer, ils vont inonder nos territoires d'armes à feu. Et ils vont corrompre ceux et celles qui sont placés pour négocier avec eux. Et ils appellent ça faire des affaires. Vraiment? Vraiment? Avez-vous déjà fait des recherches pour savoir, mais ce cacao qui est produit en Afrique et pour lequel, exemple, la Belgique ne donne que des bouchées de pain, pour lequel, exemple, la Belgique ne donne que des miettes, des peanuts, mais, mon Dieu, ce même cacao, lorsqu'il est vendu sur le marché international, mais c'est la Belgique ou la Suisse qui décide à la fois du prix auquel elle achète le cacao. C'est aussi la Belgique qui décide, n'est-ce pas, à quelles conditions elle va revendre ce cacao sur la scène internationale. Et vous appelez ça faire des affaires? Dans mon livre à moi, et dans le livre de toute personne qui garde un certain sens de la moralité, dans la logique de toute personne qui garde un certain sens de l'éthique, ça s'appelle du vol. Imaginez que le sous-sol des pays africains soit déclaré réserve stratégique pour la France. Entre-temps, tous les autres pays occidentaux savaient la chose, et plutôt que de condamner la chose en disant « mais au fait, ça s'appelle du pillage, au fait, ça s'appelle, n'est-ce pas, de la magouille », ils s'accommodent de ce type de pillage-là parce qu'ils savent qu'eux aussi font la même chose ailleurs. Le pétrole, l'uranium, le diamant, les autres ressources du continent africain sont considérées comme étant des réserves stratégiques pour la défense de l'État français.
Et ces pays africains sont obligés de faire affaire exclusivement avec la France. Ils sont obligés, n'est-ce pas, d'accorder le droit de premier regard à la France. Et ce n'est que lorsque la France a dit que nous n'en avons plus besoin qu'ils ont le droit de se tourner ailleurs. S'il vous plaît, ne tirez pas une conclusion trop rapide en disant, écoutez, oui, mais pourquoi ont-ils accepté de signer? Ils n'ont jamais accepté de signer. En droit, il y a quelque chose qu'on appelle vice de consentement. Si nous sommes en train de négocier et que d'une part, vous mettiez un revolver sur la tempe, si je suis en train de négocier avec vous et que d'autre part, n'est-ce pas, vous me fassiez des menaces, mais ma signature ne vaut rien. Parce que mon consentement n'était pas libre, mon consentement, il était vicié, mais c'est précisément ce que la France a fait aux peuples africains au sortir des années 50 dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les indépendances africaines ou la décolonisation. La France disait aux pays africains, vous voulez être indépendant? Fort bien. Vous voulez être libre? Fort bien. Vous voulez, n'est-ce pas, gérer votre destin politique? Fort bien. Sauf qu'avant de vous permettre d'être libre, vous allez devoir signer des accords secrets au terme desquels vous allez déposer 85% de vos revenus dans nos comptes françaises, 85% de revenus sur lesquels vous n'aurez aucun regard. Avant que vous deveniez indépendant, votre pétrole va m'appartenir, vos ressources dont moi j'ai besoin vont m'appartenir et je choisirai de vous aider. Vraiment, c'est ce qu'on appelle faire de la business. D'un autre côté, puisque les ressources africaines échappent à la population africaine, mais ces gens-là, à force de crever de faim, vont cogner à la porte de la France. Ils vont prendre, n'est-ce pas, la mer pour se rendre en Italie. Et vous avez vu comment les Italiens les laissent périr en mer. Comment, s'ils parviennent enfin à la porte de la France, les Sarkozy, les Marine Le Pen vont leur cracher dessus comme des vauriens, alors qu'en réalité, ce sont des gens appauvris par des manœuvres de pillage de la France. Alors dites-moi, est-ce qu'il n'est pas temps que cela cesse ? Est-ce qu'il n'est pas temps que quelqu'un dise, écoutez, à un moment donné, c'est la France qui doit des choses, c'est la France qui doit des réparations aux Africains, c'est la France qui doit des excuses aux Africains. Vous ne pouvez pas d'un côté prêcher l'autodétermination des peuples et nier ce même concept aux autres peuples. Et s'il vous plaît, je ne veux pas nécessairement disculper les leaders africains, mais quand les populations africaines veulent chasser les leaders corrompus, imaginez qui est-ce qui entre sur leur territoire pour défendre ces mêmes leaders corrompus. Je vous le donne en mille, les Français. Quand, n'est-ce pas, des populations se soulèvent contre des leaders qui sont, si vous voulez, trop asservis à la politique étrangère de la France et qui donc desservent leur population pour servir les intérêts français, quand les populations africaines se soulèvent, l'armée française est là pour arrêter ces chefs d'État-là. Vous vous souvenez d'un certain, n'est-ce pas, d'une certaine Côte d'Ivoire dans laquelle l'armée française de Nicolas Sarkozy a tout simplement débarqué de nuit pour arrêter Laurent Gbagbo, arrêter de nuit sa femme qui était en petite tenue, jeter Laurent Gbagbo en prison, l'accuser de toutes sortes, n'est-ce pas, de crimes bidons. Et lorsque finalement il a été innocenté par la Cour internationale de justice, il n'a même pas pu rentrer chez lui de suite parce qu'il n'avait pas encore la permission de la France. Alors, la Cour pénale internationale, devrais-je dire, alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'un jour que cette affaire-là change? Pourquoi l'Occident a un comportement s'agissant des pays occidentaux et il a le comportement contraire s'agissant des peuples noirs? Mais vous me dites, mais quand est-ce que tout ça a commencé? C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom,
Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Mais vous me dites quand est-ce que tout cela a commencé? Mais cela a commencé précisément au XVe siècle, un certain 8 janvier 1454. Lorsque le Portugal est allé voir le pape pour lui dire, écoutons là, nous en Europe, nous sommes pauvres. En Europe, nous avons un tout petit territoire, nous sommes en train de nous entre-déchirer, nous sommes en train de nous faire la guerre, nous avons des problèmes de récolte, nous avons des problèmes de territoire, nous avons des problèmes, ma foi, de santé, des épidémies qui nous tombent dessus, et de l'autre côté, on parle d'un grand continent qui est sous-habité, qui est hyper riche. Est-ce qu'on peut trouver une façon, est-ce qu'on peut trouver un vernis de justice pour rentrer dans ce continent-là sans qu'on ait d'explication à donner? Les Occidentaux sont à ce point pervers que tout chez eux est au service du mal. L'Église est au service du mal, l'Église sert à justifier tout ce que l'Occident fait pour s'enrichir. L'esclavage, l'humiliation des Noirs, hein, l'Église elle est là pour ça. L'Église c'est le bras idéologique des pillages de l'Occident. Donc le roi du Portugal est allé voir le pape pour lui dire, écoutez, il faut nous donner votre bénédiction pour qu'on envahisse l'Afrique. Et là le pape y a vu son compte. Si les peuples européens débarquent en Afrique, mais nous aussi, nous allons nous enrichir. Après tout, nous percevons la dîme. Nous aussi, notre rayonnement va être plus grand. Alors, le pape a émis cette fameuse bulle Romanus Pontifex du 8 janvier 1454. Et cette bulle a légitimé ni plus ni moins que l'invasion de l'Afrique par le Portugal, par la France, par l'Angleterre et tous les pays européens par l'Allemagne, tous les pays européens vont puiser à pleine main dans ces ressources-là africaines. Ils vont réduire, n'est-ce pas, les populations de l'Afrique en esclavage, ils vont les déporter. On parle, n'est-ce pas, jusqu'à 300 millions d'Africains qui ont été déportés vers l'Amérique. Imaginez. Imaginez les conséquences. Vous videz un continent de sa population pour piller ses ressources et vous le faites avec un vernis de justice parce que, après tout, ils ne sont pas chrétiens, ces gens-là. Ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas civilisés. Ils n'ont pas d'État. Hein? Ils ont osé. Hein? Ils ont osé. Un continent plusieurs fois millénaire avec une civilisation dans laquelle ils ont puisé. Un continent sur lequel on retrouvait, n'est-ce pas, des empires avec des codes de loi extrêmement avancés. Pensez, exemple, à l'empire, n'est-ce pas, du Mali, pour ne citer que ces exemples-là. Ils ont décidé que ces pays-là n'avaient pas d'État. Et puisque c'était des pays sans État, eux, quand ils débarquent, ils découvrent ces pays-là. D'où la fameuse doctrine de la découverte. Quand je vous dis que la pensée occidentale, elle est perverse. L'Église qui, en théorie, est là pour poser un regard moral sur nos actions, a appuyé les actes immoraux des peuples européens. Et donc la date à retenir pour comprendre comment tout cela a commencé, pourquoi ce continent riche est habité par une population si appauvrie, mais c'est parce que un certain 8 janvier 1454, l'Église a décidé de donner sa bénédiction, de légitimer l'invasion de ce continent-là par les peuples chrétiens de l'Europe.
Vous dites, ah mais pourquoi vous nous ramenez en 1454 au 15e siècle, tandis que nous sommes au 21e siècle? Mais qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Depuis que ces pays occidentaux sont entrés en Afrique, vous pensez qu'ils sont sortis, qu'ils en sont sortis? Depuis qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de partager nos populations, de voler nos ressources, de piller, vous pensez que ça a changé? Mais non, c'est les tactiques qui changent, mais le paradigme reste le même. On dirait que les peuples occidentaux ont le droit d'envahir l'Afrique sans demander la permission à qui que ce soit. La preuve, c'est que quand les Africains bottent le derrière de ces Occidentaux, eh bien, les médias disent non, mais on ne peut pas se permettre d'être repoussés par les Africains. Nous devons retourner. Mais vous retournez où? Chez eux ou chez vous? Vous dites que j'ai besoin d'un visa pour venir chez vous, pas vrai? Vous dites aux Africains qu'ils ont besoin de visa pour rentrer chez vous. Et quand ils prennent le bateau pour, n'est-ce pas, en courant tous les risques du monde, pour aller en Italie, pour aller en France, vous les traitez comme des chiens. Vous avez vu comment les États-Unis ont traité les Haïtiens, hein, n'est-ce pas, il y a à peine 2 ans, qui ont osé prendre un bateau pour se rendre sur leur rive. Eh bien, on leur a envoyé des shérifs qui leur ont lancé des cordes comme s'ils étaient de vulgaires animaux. Fine. Vous dites qu'ils n'ont pas le droit d'arriver chez vous sans visa, mais vous, vous avez le droit de débarquer comme ça. Et quand ils vous chassent de chez eux, vous dites non, on ne peut pas se permettre d'être chassé de l'Afrique, on va perdre notre influence. Donc le paradigme du 8 janvier 1454 n'a jamais changé, les amis. Les mots changent, mais le paradigme demeure le même. On a le droit d'entrer en Afrique comme on veut. Deuxième date importante pour comprendre pourquoi ce continent riche est habité par une population pauvre. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous le redis. 15 novembre 1884. Conférence de Berlin. On va partager entre nous les ressources de ce pays. On va finir de se faire, de ce continent, pardon, on va finir de se faire la guerre pour un continent qui n'est même pas protégé. Pour le plus grand continent qui est de fait le continent le plus riche, mais qui est habité par une population au fait presque pas aguerrie, plutôt que de nous faire la guerre entre nous. Pas question que la France se batte contre l'Angleterre pour tel pays africain. Pas question que, regardez, l'Allemagne se batte contre, n'est-ce pas, l'Allemagne pour telle ressource qui se trouve en Afrique. Alors, les gars, on se partage le gâteau. Et là, ils vont choisir de changer les noms. Les noms que les Africains avaient donnés à leur territoire, eh bien, ces noms-là vont être changés en fonction des ressources que les Occidentaux y trouvent. Côte d'Ivoire, Côte de l'Or. Aïe, aïe, aïe. Ils ne pensent qu'à ce qui est matériel. Et devant la matière, devant des ressources matérielles, il n'y a rien qu'ils ne soient prêts à faire. Donc, deuxième date importante, les amis, 15 novembre 1884. On va arrêter de pirater nos bateaux entre nous. On va se dire, écoutez, telle partie de l'Afrique va être à vous, pas vrai? Telle autre partie va être à vous. Telle ressource, n'est-ce pas, va être à moi, etc. Mais qui est-ce qui vous donne ce droit-là? On s'en fout. L'Église nous l'avait déjà donné. N'est-ce pas ça qui se passe? Lorsqu'en 2004, le Canada, les États-Unis et la France ont renversé le président élu, dans la seule fois, dans toute notre histoire, le président Jean-Bertrand Aristide. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que le Canada, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont placé un premier ministre et là, partout sur notre territoire où il y avait des ressources, des compagnies américaines, des compagnies canadiennes fouillaient jour et nuit. Je suis du nord d'Haïti et dans le nord en particulier, à Milo, les habitants nous disent, écoutez, que des compagnies américaines creusaient jour et nuit. Elles repartaient avec des je ne sais quoi, sans demander la permission, mais rien d'étonnant. Ça, c'est le paradigme même des pays occidentaux.
Les États-Unis nous ont envahis physiquement en juillet 1915, mais dès le mois de décembre 1914, les Américains ont débarqué des soldats à Port-au-Prince qui sont allés tout droit dans notre banque nationale voler notre réserve en lingots d'or. C'est ça le paradigme occidental. Donc lorsque vous vous demandez, mais pourquoi ces pays noirs-là sont-ils pauvres? Ils sont pauvres parce que les pays pilleurs décident de voler tout ce qui est à eux et d'assassiner ceux qui résistent au pillage. Troisième date importante, oh là là. Et voyez, le paradigme ne change jamais. 1454, on va demander à notre église le droit d'entrer chez vous. On déporte jusqu'à 300 millions d'entre vous. Vous allez travailler sur un continent qui n'est pas plus à nous, ce continent-là qu'on appelle l'Amérique, vous voyez, l'usurpation. Comme si l'Amérique appartenait à Amerigo de Vespucci. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Amérique. Vous allez chez ces gens-là en Afrique, vous en déportez jusqu'à 300 millions qui vont travailler comme esclaves sur un continent où vous avez pratiqué le génocide contre les autochtones. Lorsque le mot esclavage est devenu toxique, 1884, 15 novembre 1884, vous décidez de partager les ressources de ce continent-là, y compris les ressources humaines, entre vous pour arrêter de vous battre entre vous. Fin des années 50, fin des années 60, vous dites désormais, on va leur permettre de proclamer leur indépendance, mais ce ne sera qu'un leurre. On va placer à la tête de ces pays des laquais qui vont être à notre service. On va les obliger à signer des accords secrets au terme desquels ils vont nous livrer leurs ressources. Et on va les aider parce qu'ils sont des imbéciles. Ils sont des imbéciles qui ne sont pas assez fins pour contrôler leurs ressources. Ils sont des imbéciles qui ne sont pas assez intelligents pour développer des technologies pour exploiter leurs ressources. Mais comment pourront-ils le faire puisque vous leur piquez les meilleurs cerveaux? 8 janvier 1454, 15 novembre 1884 et les années 50 et 60 où on va faire signer à ces malheureux, où on va faire signer à ces chefs d'État des pays noirs des accords secrets au terme desquels désormais on se donne le droit, puisqu'il y a un contrat, puisqu'il y a une entente, on se donne le droit de piller et de faire main basse sur les ressources de ces gens-là. Ce qui se passe là en Afrique, ce que les Français ont fait aux Africains, n'est pas différent de ce que la France a fait aux Haïtiens et de ce que les États-Unis, le Canada et la France continuent de faire aux Haïtiens aujourd'hui. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On a renversé ça. Il fallait parler de ce qui se passe sur le continent mère avant de regarder de plus près ce que eux, ces mêmes Français, ce que eux, les Canadiens, ce que les Américains font au peuple haïtien. Au fait, les Occidentaux choisissent les peuples noirs comme les dindons de la farce. Ils ont des ressources, ces gens-là, mais ils ne sont pas de vrais hommes, ils sont des sous-hommes. On va les garder dans cette sous-humanité pour continuer à voler leurs ressources. Voyons comment ils ont infligé le même traitement au peuple haïtien, les amis. C'est ce que nous allons voir après la pause que voici. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743, sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement.
Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Alors, parlons d'Haïti. Il y a des gens sincères, au Canada, en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui ne comprennent pas pourquoi Haïti va si mal. Et ils nous prennent en pitié. On dirait que nous sommes moins intelligents qu'eux. Ils ne sont pas nécessairement racistes, ils sont sincères. Ils disent, écoutez, un si beau pays avec un peuple si chaleureux, si vaillant, si travailleur, comment ça se fait que vous n'arriviez pas à vous développer vous-même? Vous vous organisez bien chez nous, vous vous intégrez très bien dans nos sociétés d'accueil, vous aidez nos sociétés d'accueil à se développer. Mais pourquoi, diable, n'arrivez-vous pas à développer votre propre pays? Je veux répondre à ces gens-là. Et en partie aussi, c'est une question que nos enfants nous posent. Papa, maman, mais pourquoi ça va si mal en Haïti? Pourquoi vous n'arrivez pas à gérer votre territoire? Alors, faisons un petit cours d'histoire d'Haïti 101, ça va? Haïti, c'est le seul pays noir qui a battu une armée ou 3 armées européennes. Pas compliqué. Les Haïtiens ont dit, et demain c'est l'anniversaire du fameux Bois Caïman. Nous aurons une émission spéciale que je vous invite à suivre, n'est-ce pas, sur nos ondes à 18h d'ailleurs. Eh bien, les Haïtiens disent, écoutez, non. C'est vrai qu'autour de nous, c'est des puissances esclavagistes. C'est vrai que le paradigme économique choisi par ces grandes puissances-là consiste à piller les ressources des autres, à piller, n'est-ce pas, les ressources humaines pour leur enrichissement. Nous allons mettre un terme à cela. Et vous comprenez pourquoi l'Haïtien est un peuple si fier, pourquoi nous sommes un peuple ma foi, si optimiste. Et parce que nous avons fait ce que personne d'autre n'a fait. Donc nous avons battu l'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française, et nous nous sommes proclamés indépendants à la face du monde. Savez-vous que moins de 2 ans après notre indépendance, les États-Unis d'Amérique cherchaient déjà à nous envahir, cherchaient déjà à nous annexer. En général, lorsqu'on parle de l'occupation américaine d'Haïti, on pense à l'occupation de 1915, mais la vérité, c'est que la marine américaine avait déjà débarqué pas moins de 13 fois chez nous. Les États-Unis d'Amérique ne supportaient pas et ne supportent toujours pas qu'à côté de chez eux, il y ait un peuple de Noirs si fiers, qui soient l'écharde dans la logique occidentale. Et pendant longtemps, vous savez, les Américains se sont moqués des Français qui se sont laissés battre par un peuple de nègres. Ah oui, bien sûr. Lisez les documents du département d'État, mais ils se moquaient dans les notes diplomatiques. Mais quelle est cette puissance européenne qui s'est laissée battre par un peuple de nègres? Et donc, dès 1806, 2 ans après notre indépendance,
Les États-Unis ont cherché à nous annexer et ils l'ont prouvé en envahissant nos eaux territoriales pas moins de 13 fois. Et après notre indépendance, laissez-moi vous le dire, nous avons proclamé notre indépendance en 1804, mais savez-vous que le premier journal a annoncé que le premier homme d'État haïtien serait assassiné? Imaginez, ce journal-là, c'est un journal de Philadelphie aux États-Unis. On annonçait presque mot pour mot qu'il serait assassiné par, n'est-ce pas, ses anciens collaborateurs dans la lutte contre la France. Si un journal de Philadelphie a pu annoncer avec tant de précision l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, il n'est pas difficile de conclure que le complot de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, même s'il fut exécuté par des collaborateurs de Jean-Jacques Dessalines, a été conçu aussi dans les officines de ces pays mafieux comme les États-Unis, comme la France, pour ne citer que. Et depuis la conquête de notre indépendance, la France a tout fait pour nous faire payer cette indépendance. Imaginez, imaginez. Envoyer une armada de 12 ou 13 bateaux dans nos eaux territoriales, avec des canons pointés sur le palais national, avec une injonction du roi, faisant obligation à l'État haïtien de signer, ce n'est pas un accord les amis, c'est une injonction, de signer quelque chose au terme duquel la France reconnaîtrait notre indépendance à condition qu'on accepte de payer 150 millions de francs, évalués aujourd'hui selon les propres économistes français à plus de 25 milliards d'euros. Donc, on reconnaîtrait notre indépendance à condition que nous acceptions de payer à la France 150 millions de francs. Vous dites pourquoi? Pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Vous voyez la perversion de la logique occidentale? Lorsque l'Empire anglais a aboli l'esclavage, mais il a dédommagé les propriétaires d'esclaves, mais non pas les esclaves, on s'en fout des esclaves. Eux qui ont été kidnappés chez eux, eux qui sont traités, qui ont été traités, qui sont traités comme des choses et qui ont travaillé pour d'autres sans rien recevoir en retour, on s'en fout. Ils ne méritent pas d'indemnisation. Ceux qui doivent être indemnisés, ce sont les propriétaires d'esclaves. Et donc lorsque la France a imposé à coups de canon, à coups d'armada, les 150 millions de francs à notre jeune économie, elle avait un objectif double, tuer dans l'œuf. Tuer dans l'œuf ce jeune État pour qu'il ne se développe jamais et ce faisant, faire de cet État le contre-exemple contre tout pays noir qui chercherait à être indépendant. Voilà pourquoi jusque dans les années 70-80, quand les Martiniquais, quand les Guadeloupéens manifestaient une certaine volonté d'indépendance par rapport à la France, on leur disait, vous voulez être indépendant, regardez le cas d'Haïti. Et cette fameuse dette, quoi qu'on dise, de 150 millions de francs, réduit soi-disant à 60 millions de francs, mais que nous avons payé jusqu'à 5 fois, les amis, parce que nous avons dû emprunter aux banques françaises. Vous dites, mais pourquoi nous avons accepté? Nous n'avons rien accepté. On nous a imposé d'emprunter aux banquiers français pour rembourser l'État français. Trouvez l'erreur, les amis. Nous avons remboursé jusqu'à 5 fois cette dette. Et nous avons fini de payer ça, les amis, au XXe siècle seulement. Une dette qui nous a été imposée au XIXe siècle et que nous avons mis plus d'un siècle à rembourser. Avec cet argent, la France s'est construit la Tour Eiffel. Avec cet argent, la France s'est développée. Et nous, entre-temps, qu'est-ce que nous avons dû faire? L'État haïtien a dû exploiter sa propre paysannerie. Et donc, toute l'économie haïtienne était
consacré à payer à la France quelque chose qu'on ne lui doit pas. Et quand un président haïtien a osé ramener la chose dans l'actualité, en rappelant que cette rançon-là, car il s'agit d'une rançon, ce n'est pas une dette, la France doit nous la rembourser car ça a été un vol, il n'y a jamais eu de consentement. Et vous savez ce que la France, alliée aux États-Unis et au Canada, a fait? La France a tout simplement infligé un coup d'État à ce président légitime que fut Jean-Bertrand Aristide. Coup d'État. Oui, c'est le cas. Ils le reconnaissent maintenant. Ils ont mis en place, si vous voulez, l'initiative d'Ottawa sur Haïti qui a conduit au renversement de Jean-Bertrand Aristide. Vous avez 3 pays souverains qui complotent pour renverser le président d'un autre pays souverain. Et pour eux, ce n'est pas condamnable. Aujourd'hui, vous avez une armée au Niger qui décide de renverser un président guignol placé par la France. Tout le monde condamne. Voyons donc, vous nous prenez pour qui, finalement? Continuons notre parcours de l'histoire d'Haïti pour comprendre pourquoi nous en sommes là, à ce stade de sous-développement. Et tous les économistes le disent, les économistes français les premiers vous disent, écoutez, par cette rançon, parce qu'il ne s'agit pas d'une dette, c'est une rançon, c'est un pizzo, comme lorsque les mafieux imposent un paiement à des commerçants qui ne leur doivent rien. Cette rançon-là avait pour objectif de faire en sorte qu'Haïti ne se développe jamais. Alors, vous voulez comprendre pourquoi notre économie s'est arrêtée abruptement à partir des années 60 au 19e siècle jusqu'à présent? C'est parce que la France nous a imposé une rançon. Mais, d'un point de vue politique, on ne nous a jamais laissé le temps de choisir nous-mêmes notre destin. Chaque pays européen trouvait en Haïti, si vous voulez, un territoire idéal pour y placer ses propres pions en politique. L'Allemagne faisait cela, la France le faisait. Et, n'est-ce pas, à la veille, justement, de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était prête à nous envahir. C'est du moins le prétexte que les États-Unis ont trouvé. Les États-Unis ont dit, écoutez, si nous, on ne se précipite pas d'envahir Haïti, c'est les Allemands qui vont le faire. Ils sont entrés chez nous. Et depuis qu'ils sont entrés chez nous, il n'est pas une seule décision politique qui soit prise sans que les États-Unis ne soient consultés ou ne donnent leur accord. Et si vous osez prendre une décision sans que les États-Unis ne donnent leur accord, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous êtes tout simplement renversé. Et les États-Unis se sont appliqués systématiquement à boycotter, à saper notre économie. C'est pour cela que nous sommes pauvres. Comparez exemple. Les investissements que les États-Unis ont faits en République dominicaine lorsqu'ils l'ont occupé, cette République dominicaine. Au fait, les États-Unis ont occupé la République dominicaine 2 fois plutôt qu'une. Si vous comparez les investissements des Américains en République voisine aux investissements de ces mêmes Américains en Haïti, vous comprenez que Haïti, c'est le pays le plus détesté par l'État américain. Non seulement les États-Unis déstructurent-ils notre économie, mais ils font tout pour nous empêcher de nous relever. Le bel exemple, 1978, 1979, 1980, on découvre tout à coup une certaine peste porcine. Une maladie qui fait des ravages dans le cheptel porcin. La vérité, c'est qu'en ce moment-là, le cochon noir, c'est la cheville ouvrière de l'économie paysanne. Le paysan nourrissait sa famille grâce à son cheptel porcin. Il envoyait ses enfants à l'école grâce à ses porcs. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique
ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Les États-Unis disent à l'État haïtien, non, vous ne pouvez pas continuer de garder vos porcs parce que, mais ils seront atteints d'une peste porcine. Et s'ils sont atteints de la peste, on craint que la peste des cochons de chez vous n'arrive jusqu'à chez nous. Vous devez les exterminer, vos cochons. Quand on connaît bien l'histoire d'Haïti, on ne peut ne pas avoir une dent contre l'État américain. Je n'ai rien contre la population américaine. Dans toute population, vous trouverez des gens de bien, comme vous trouverez des salauds, mais j'ai tout contre l'État américain. L'État américain a détruit mon pays. Les États-Unis ont fait pression sur Jean-Claude Duvalier pour obliger les paysans à détruire leur cheptel porcin sous le prétexte de la peste porcine. La promesse, c'était qu'on remplacerait ces cochons créoles par des porcs qui nous arriveraient des États-Unis et qui ne connaissent pas notre milieu, qui ne se nourrissent pas de ce dont nous nous nourrissons nous-mêmes. Et le paysan serait obligé d'acheter une nourriture spéciale avec un argent qu'il n'a pas pour nourrir ce cheptel. Nous sommes dans les années 80. Une dizaine d'années plus tard, 1993-1994, le président Aristide a essuyé un premier coup d'État de la part de l'armée, mise en place par les Américains, l'armée de Cédras. Et lorsque les États-Unis ont choisi de le ramener au pouvoir, Jean-Bertrand Aristide, ils l'ont fait, les États-Unis de Bill Clinton, ils l'ont fait à condition que Jean-Bertrand Aristide signe avec les États-Unis une entente. Mais ce n'est pas une entente. Encore une fois, il y a vice de consentement. Une entente au terme de laquelle Haïti ouvrirait ses frontières à l'importation du riz américain. Et Bill Clinton lui-même va confesser que c'est cet accord-là, qu'il appelle d'ailleurs l'accord du diable, qui va porter le coup de massue à la production du riz haïtien, puisque le riz américain est dompé par l'État américain. Donc le paysan haïtien n'arrive pas à concurrencer le prix du riz américain. Alors tout le monde s'est mis à acheter le riz américain et ça a tué notre riziculture. Que fait l'Haïtien dans les années 70, puisqu'il n'avait plus son cochon? Son cochon qui était la cheville ouvrière de son économie, mais il a pris des bateaux, les fameux Canter, pour se rendre aux États-Unis. C'est là, les amis, la déstructuration de notre population, c'est là que ça a commencé. Ce n'est pas parce que l'Haïtien déteste son pays, mais qu'il préfère aller vivre aux États-Unis. Ce n'est pas parce que l'Haïtien, n'est-ce pas, déteste son pays, mais qu'il préfère aller vivre au Chili ou ailleurs. Non, ça c'est un fait exprès des Américains. On va faire en sorte, et c'est écrit dans le rapport du département d'État, un rapport qui date de 1914, on va faire en sorte que la population haïtienne serve de main-d'œuvre vile aux pays de la région. Et lorsque ces pays n'auraient plus besoin d'eux, la main-d'œuvre haïtienne servirait à tous les pays du monde. Et de fait, c'est mon privilège de le rappeler, depuis 2004, l'Haïtien ne choisit plus son premier ministre. L'Haïtien ne choisit plus son président. L'Haïtien ne choisit plus ses sénateurs. C'est les États-Unis, c'est le Canada qui proclament les résultats. Et quand les résultats ne font pas leur affaire, ils sont les premiers à dénoncer.
Vous cherchez à comprendre pourquoi nous sommes pauvres? Parce que les États-Unis, dans le cas d'Haïti, pillent nos ressources. Ils ont placé Michel Martelly au pouvoir en 2011, justement, parce que ce dernier avait une entente secrète avec Hillary Clinton, dont le frère était propriétaire d'une compagnie minière. Et nos ressources étaient ouvertes, étaient données à cette compagnie minière, sans aucun droit de regard de la population. Vous voulez savoir pourquoi le Canada est complice de ce complot-là? Pourquoi le Canada est complice dans ces magouilles? Simple. Parce que le Canada, c'est la première puissance minière au monde. Et donc, quand en Haïti, vous avez autant de mines, c'est mieux pour les compagnies canadiennes de négocier avec des ISO, des Vitellum, n'est-ce pas, qui vont recevoir une miette, plutôt que d'avoir à négocier avec un parlement, avec un chef de gouvernement, avec un président. C'est pour cela que j'en ai une dent contre l'État canadien. J'ai rien contre la population canadienne, qui est très accueillante, qui est très hospitalière, mais j'ai une dent dure contre l'État canadien, qui déstabilise mon pays. Parce qu'il aime nos ressources, il aime nos mines, mais il refuse de payer l'État canadien. Il souhaite que ces compagnies à elles entrent chez nous pour voler sans avoir à négocier avec qui que ce soit. Vous voulez comprendre pourquoi nous sommes à ce point-ci de la pauvreté? C'est à cause de ces pays pilleurs, c'est à cause de ces pays malveillants. Alors là, il y a ce vent qui souffle en Afrique, ce vent de réveil. Il y a ce soleil qui se lève en Afrique. Mon espoir, c'est que comme les Africains sont en train de chasser les Français de chez eux, nous chassions également les Américains, nous chassions également les Canadiens de chez nous. Parce qu'ils aiment nos ressources, mais ils nous détestent. Ils aiment notre pays, ils nous détestent. Ils aiment nos ressources, mais ils refusent de payer. Voilà pourquoi ils placent au pouvoir des premiers ministres qui sont à leur service, des présidents qui ne sont jamais élus, que nous ne choisissons pas. Des présidents vils, à la morale douteuse. Des présidents qui ont des squelettes dans le placard. Pourquoi faut-il cela? Pour pouvoir justement mieux les manipuler. Fasse le ciel que le soleil qui est en train de se lever en Afrique. Fasse le ciel que ce réveil-là, dont on voit les effets en Afrique, que ce réveil-là se fasse sentir aussi en Amérique. Puisqu'ils sont mal pris aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien, ils ne peuvent pas nous envahir. Le Canada a tenté, mais il ne peut pas. Il faut qu'il garde ses 68 000 soldats en réserve au cas où la chose se gâte là, en Asie et en Europe. Les États-Unis ne peuvent pas puisqu'ils sont très impliqués dans la guerre, n'est-ce pas, contre la Russie en Ukraine. Leur trouvaille, c'est d'aller chercher un pays noir, le Kenya, financer ses troupes pour que le Kenya nous envahisse. Bon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait aux Nations Unies? Qu'est-ce que nous avons fait au Canada? Qu'est-ce que nous avons fait à la France et aux États-Unis pour qu'ils nous détestent autant? Vous avez entendu parler de certain Ebola il y a quelques années? Eh bien, le Kenya, c'était le foyer de l'Ebola. Et l'année dernière, il y a eu une résurgence de l'Ebola au Kenya. Tout le monde était inquiet. Après que ces nations malveillantes nous ont foutu le choléra, ils veulent nous envoyer le Kenya pour nous foutre l'Ebola, bon Dieu. C'est pas compliqué. Ils veulent chasser les Haïtiens d'Haïti par tous les moyens. Par l'immigration, le programme Biden, le même Biden qui fermait les yeux sur les shérifs, qui nous chassait comme des bêtes sauvages, tout à coup ouvre ses frontières avec le programme Biden. Mon œil, on n'est pas dupe. Puisque le peuple haïtien est viscéralement opposé à l'invasion de son territoire, maintenant, les Nations Unies
du sous-fifre Guterres, le Canada de Mélanie Joly, les États-Unis de Blinken décident de nous envoyer un pays noir pour nous envahir, comme si la pilule serait moins dure, moins amère, parce qu'il s'agit d'un pays noir. On ne va pas se battre contre le Kenya, c'est un pays frère. On dit au Kenya de rester chez lui. Et j'applaudis une initiative de quelques intellectuels d'Haïti et de la diaspora qui ont choisi d'écrire aux chefs d'État africains, aux pays africains membres de l'Union africaine, pour leur expliquer précisément ce qui se passe en Haïti et surtout pour leur dire, de dire au Kenya de rester chez lui. Nous n'avons rien contre les Kenyans. Nous n'avons rien contre le Kenya en tant que pays frère, mais ne venez pas, s'il vous plaît, accomplir les basses manœuvres du Canada, les manœuvres racistes des États-Unis chez vous, enfin chez nous. Ils vous demandent de venir pour légitimer le pouvoir assassin d'Ariel Henry. Ils vous demandent de venir pour légitimer une invasion qu'ils ne peuvent pas faire à cause de la guerre en Ukraine. Mais parce que surtout ils savent que nous sommes viscéralement opposés à cela, ils tentent de nous refiler la pilule en nous la faisant servir par un peuple noir. Elle n'est pas moins amère parce qu'elle nous serait servie par le Kenya. N'entrez pas chez nous, de grâce. Ce qu'il nous faut, c'est un changement de gouvernance. Il nous faut renverser Ariel de toutes les manières. Reprendre notre destin politique en main, mettre en place une structure transitoire au cours de laquelle nous allons lancer les 14 chantiers fondamentaux de notre pays chéri. C'est un pays béni des dieux. Et si nous sommes à ce stade-ci du sous-développement, c'est parce que des pays comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada nous détestent et veulent nous faire payer notre insolence au 19e siècle pour avoir osé défier l'ordre mondial. Voilà pourquoi ils nous détestent. Mais le jour viendra où nous nous soulèverons comme nos frères africains, où nous reprendrons notre destinée en main.